vais gagner de l'argent avec ça. Et s'il y a un message aujourd'hui à faire passer, c'est professionnalisons la manière dont on vend la compétence de l'humanitaire auprès de la logistique d'aujourd'hui, et certainement celle de demain. Un type comme Fousseni, béninois, qui parle chinois, il y a 800 millions de Chinois qui n'ont pas accès au marché mondial aujourd'hui. Le grand défi de Pékin, c'est d'aller desservir les provinces éloignées de l'Est, enfin de l'Ouest chinois, qui sont la porte d'entrée du plus grand marché de consommation pas encore exploré, qui est l'Asie centrale. Savoir faire de la logistique, savoir parler chinois. Alors, je ne me moque pas de tous parler chinois, moi, à part Ni Hao, et ça s'arrête là. Et encore, de temps en temps, c'est... Mais savoir parler anglais en Chine devient de plus en plus essentiel, notamment pour ces grands groupes qui sont de plus en plus intéressés à ces 800 millions de consommateurs chinois. Je vous dirais que les 800 millions de consommateurs indiens, c'est la même problématique. Aller dans le centre de l'Inde de manière efficiente, encore une fois, c'est que un savoir-faire logistique. Qu'on va teinter d'humanitaire, qu'on va teinter d'interculturel, de management, mais si vous ne savez pas déjà amener le flux au point final, ou sortir le flux du point d'origine, déjà, on a un problème. Et ces gars-là, ils font des milliards à savoir maîtriser leur chaîne. BMW, Renault, Volkswagen, ils sont à Wuhan, pour la capitale de l'automobile chinoise. Wuhan, c'est pas sur le bord de l'eau, c'est sur le bord du Huangpu, c'est ça, hein, ou en fleuve. Mais toute la maîtrise de la chaîne logistique qui permet d'être là et pas ailleurs, c'est parce que justement, c'est rentable d'être ici, parce que le maillon logistique est maîtrisé. Parce que justement, on rogne énormément sur la maîtrise de la supply chain pour pouvoir utiliser une main-d'œuvre pas chère à Wuhan, pour pouvoir faire de la diffusion d'automobiles allemandes ou françaises dans le marché chinois. Donc il y a plein d'exemples comme ça. Aujourd'hui, le Conseil des chargeurs burkinabé, le CBC, cherche à optimiser la manière dont il organise la sortie de ses flux de son pays enclavé, le Burkina, parce qu'il est tributaire de solutions logistiques où finalement il paye un chèque à la fin de l'année et il est en demande d'expertise, alors pas du type KPMG ou Ernst & Young qui va lui faire un grand tableau de bord avec des beaux chiffres et des beaux graphiques où la courbe va descendre au fur et à mesure qu'il va dépenser de l'argent. Non, c'est pas ça qu'il a besoin. Il a besoin de dire comment je sors ma noix de cajou à destination de l'Inde de la manière la plus optimisée possible pour que cet argent il revienne dans les poches. Et là, je terminerai là-dessus, sur le côté sociétal. De plus en plus, ces grandes entreprises de type Bolloré, Nécotrans et autres, sur le continent chinois, africain, elles n'ont pas le choix que de faire la preuve de retour économique de leur action sur le territoire. C'est de plus en plus évident, ce que je vous raconte, c'est de plus en plus évident, mais c'est de plus en plus intégré dans leur modèle économique. Donc si vous êtes capable de dire au CBC et à Bolloré que finalement la noix de cajou, je l'ai optimisée pour tout le monde, et que finalement la redistribution de la valeur, elle ira jusqu'au producteur initial de la noix de cajou, je pense que cette supply chain, elle devient vertueuse ou elle devient sociétalement intégrée. Et dans de nombreux exemples aujourd'hui, les États-nations des pays en développement ont saisi cette dimension que la logistique devait ramener du pognon en local, en régional, en national, et pas simplement la laisser clé en main à des grands groupes internationaux qui vont organiser et structurer l'exportation ou l'importation des produits depuis leur pays. Vous en avez plein des exemples. Parfois, ils sont hyper radicaux. Ils vont faire même passer des lois où les gars, il va falloir qu'ils laissent tomber un certain pourcentage. Alors là, c'est simplement de la fiscalité. Mais dans l'organisation même de la chaîne d'approvisionnement ou de distribution, il y a énormément de gains à faire grâce à vos compétences. Et les exemples à travers la planète sont considérables. Tu avais dit midi, hein, donc moi je regarde l'horloge, comme on a beaucoup parlé, enfin surtout moi d'ailleurs. Tiens, là je t'en donne le micro. Ouais. Il y avait juste, avant de vous passer la parole pour des questions, il y avait juste, est-ce que tu pourrais nous raconter un peu ta dernière mission, parce que j'ai remarqué en lisant le CV de Yann, c'est sidérant, et tu passes ton temps à l'étranger, d'ailleurs c'est pour ça qu'on a eu du mal à se retrouver.
Et dans plein de pays, et tu sors des sentiers battus, tu ne travailles pas pour une ONG, mais tu es sollicité par, je crois, en mai, tu étais en Algérie. Donc, en fait, j'ai l'impression que tu fais aussi un peu de la coopération entre la France et d'autres pays. Et tu parlais de demandes d'expertise de la part de certains pays, notamment en Afrique, en Chine, etc. Si on peut, quels sont les enjeux actuellement? Ça permettrait d'éclairer aussi les adhérents. Est-ce que d'abord les entreprises françaises sont bien placées